début, on venait dans le parc, puis on sentait, par exemple, qu'on était dans la nature. On était vraiment dans la nature sauvage. Là, il reste encore des secteurs du parc pour trouver cette nature-là, mais ils sont pas mal plus rares qu'ils étaient autrefois. Bonsoir, ici Pierre Maisonneuve. C'est avec un très grand plaisir que je vous souhaite la bienvenue à notre première émission de la 5e saison d'Enjeux. Une saison qui sera fertile en rebondissements. Dès le départ, nous nous retrouvons en pleine contradiction, celle qu'il y a entre notre discours en matière d'environnement et notre action. Si vous avez parcouru le Québec cet été, vous avez peut-être pensé vous retrouver à l'intérieur d'un territoire vierge qui sera toujours protégé. Vous vous trompiez. Ce soir, à Enjeux, la fin du mythe des espaces inviolés, avec un cas, celui du parc du Mont-Tremblant. 100 ans de négligence. C'est l'exemple d'un site là, qui a été passablement perturbé par l'exploitation forestière de toute évidence. Et on peut entrevoir que ça va prendre un certain temps, même beaucoup de temps, avant que la végétation se reconstitue. Donc, en termes d'utilisation pour des fins récréatives, ça vient de s'aborder d'une certaine façon là, une partie de territoire. On parle de combien d'années, selon vous? On peut parler d'au moins... Forêt saine ici, là? On peut parler, avant que la végétation réapparaisse, je pense, on peut parler d'une vingtaine d'années. Avant que ça redevienne une forêt, évidemment, il faut compter plus 50, 60, 70 ans. On peut constater que c'est un sol tellement pauvre que ça va être d'autant plus long à se réimplanter. Les préoccupations environnementales, on les avait prévues, mais on les a pas respectées. On ne s'est pas donné les moyens de les faire respecter. Mais est-ce qu'il ne fallait pas être plus vigilant? Parce que c'était une zone qui était située dans le parc. Absolument. C'est peut-être ça qui était un peu incompréhensible. C'est qu'on savait que ça allait devenir éventuellement un parc, donc on aurait dû mettre beaucoup d'efforts dans la planification des interventions. Et ça, c'était prévu. Si on amenait un citoyen ordinaire ici, puis il voyait ça, quelle serait sa réaction, selon vous? Puis on lui dit, vous êtes au milieu du parc du Mont-Tremblant, ici. Là. Ce serait un choc pour lui, c'est évident. Là. Pour le commun des mortels, c'est évident que c'est assez surprenant comme coup d'œil. Conservation, récréation, exploitation. Des objectifs souvent contradictoires. Après la pause, une vitrine délabrée. Le Québec gère 17 parcs provinciaux. Il y a également sur le territoire 4 parcs fédéraux, en plus de quelques réserves écologiques. Et dans tout ça, on ne doit pas inclure le parc de la Vérandrie ou encore celui des Laurentides, qui au sens strict du terme ne sont pas des parcs. Ce sont plutôt des réserves fauniques, puisqu'on y permet encore la coupe du bois, l'exploitation minière et même la chasse. Un vrai parc, c'est comme ici au Mont-Tremblant, une vitrine qui nous permet de montrer au monde comment nous nous comportons en matière de protection du territoire, tout en permettant certaines activités, mais dans le respect de l'environnement. Le parc du Mont-Tremblant, c'est un tiers de tous les parcs gérés par Québec. Pierre Dupont et Léon Laflamme ont parcouru le parc du Mont-Tremblant en toute saison. Et ce qu'ils ont trouvé derrière la façade qui attire les visiteurs, c'est une réalité moins reluisante. L'hiver, un temps de répit pour la faune du parc du Mont-Tremblant. Une nature imperturbée, si ce n'est par l'occasionnel skieur de longue randonnée ou l'aventurier en raquette. Et Jules Vignola adore le parc du Mont-Tremblant. Le parc offre des conditions idéales pour lui et sa Formule Z. C'est sûr, quand il y a des bouts droits, là, tu peux aller quasiment à 100 000 à l'heure, 160 km/h, en toute sécurité, là, sans qu'il y ait danger de rentrer dans les arbres ou de frapper d'autres motoneiges. En faites-vous aussi la nuit, la motoneige? Oui, c'est plutôt... moi, j'aime ça la nuit, parce que pour moi, je vois plus clair encore. On peut voir de loin s'il y a des motoneiges qui s'en viennent. La motoneige a droit de cité dans le parc du Mont-Tremblant depuis 1969.
de 2000 à 3000 motoneiges par week-end dans le parc. Les motoneigistes entrent et sortent du parc sans aucune forme de contrôle. Le parc ne leur exige aucun frais d'entrée, alors que pour un skieur de fond, c'est 5,25 $ par jour. Les véhicules tout-terrain, quant à eux, sont interdits en tout temps. Le parc consacre moins de 10 % de son territoire à des fins de préservation du milieu naturel dans 3 zones protégées bien délimitées. Depuis 1987, la direction du parc permet la présence de la motoneige dans l'une des zones de préservation. Et vous, d'après vous, qu'est-ce que ça veut dire, zone de préservation? Aucune idée. Ce que j'en sais, c'est que l'été, les antilles de chaque bout sont cadenassées. Il n'y a pas personne qui peut se promener ici. Il n'y a pas de cueillette de petits fruits, il n'y a pas de pêche, il n'y a pas de chasse, il n'y a pas de promenade, de sentier pédestre, rien du tout. Mais dans quel but, je ne sais pas du tout. Aucune étude n'a encore été réalisée pour mesurer l'impact de la motoneige sur la faune et la flore. Mais pourquoi on a permis ça? Mettons que c'est une tolérance, qu'il y a des choses qui sont passées probablement de façon historique et qu'on cherche maintenant à corriger. Le parc du Mont-Tremblant. C'est un vaste territoire de 1500 km² à 1h30 de route de Montréal. C'est le plus ancien, le plus grand des parcs québécois. Dans le parc du Mont-Tremblant, il y a des zones de préservation, mais il y a aussi, dans le jargon administratif, les zones de récréation intense. 20 % du territoire. 1200 sites de camping, 120 000 campeurs par année. La très grande majorité de ces sites ont été construits dans les années 50, à coups de bulldozers. Ici, on retrouve une situation qui est tout à fait inacceptable. C'est des cas comme ceux-là, on en voit beaucoup dans le parc du Mont-Tremblant. Premièrement, il y a des choses qu'on voit, là, il y a des déchets d'accumuler, mais ça, bon, c'est peut-être que les usagers ne sont pas partis avec, là. Des sites de camping où le parterre est complètement dégradé. Il y en a même un là-bas qui est tout à fait saturé d'eau. Puis, encore pire, c'est l'état de la rive. Ici, on est tout près du bord de l'eau, alors que tantôt, on voyait des pancartes qui nous disaient qu'il était interdit de camper à moins de 30 mètres du bord de l'eau. Alors ici, on a 2 sites qui se retrouvent à peu près 7-8 mètres du bord de l'eau. Puis en plus, la rive est complètement dégradée. C'est le chemin d'accès au site qui est presque carrément dans l'eau. Comme site, là, non seulement c'est dégradé, mais c'est un site qui n'est pas du tout intéressant pour l'activité même du camping. C'est un peu décevant pour les gens qui ont fait 2h30 de route de Montréal pour venir s'installer dans un camping comme celui-ci. On se rend compte que dans un endroit comme ici, si on est venu pour la tranquillité ou si on est venu pour la qualité du paysage, on s'installe puis d'abord, on a de la difficulté à trouver notre propre site de camping parce que les emplacements ne sont pas tellement clairs. Les tables de pique-nique sont éparpillées un petit peu n'importe où. Deuxièmement, on n'est pas isolé de son voisin du tout. On voit ce que tout le monde fait. On entend notre voisin ronfler dans la tente d'à côté. Je dirais même que 80 % de nos plaintes au niveau de l'usager, c'est le bruit. Souvent, des plaintes aussi des gens, c'est qu'ils sont plus capables de venir avec les enfants camper. Moi, je vais vous donner l'exemple, c'est qu'on s'en va dans des campings semi-aménagés. Bon, vous avez des sites à peu près à tous les 30 mètres. Si vous avez des fêtards de 6 sur un site, puis qu'à côté, c'est la petite famille avec 2 enfants, bon, les enfants ne dorment pas la nuit. Donc, s'ils ne dorment pas la nuit, ils sont fatigués le jour. Mais ils sont pas venus ici avec leurs enfants pour entendre ça. Hein? Bon, bien, le problème est là. Réaménager un site de camping aujourd'hui, cela coûte entre 7 000 et 12 000 $. Dans le parc du Mont-Tremblant, 400 lacs, dont certains sont réputés pour la truite mouchetée. 11 000 pêcheurs par année. De plus en plus, ils ont de moins en moins d'histoires de pêche à raconter. Samedi matin, au poste d'accueil du parc. Des dizaines de pêcheurs attendent avec impatience le tirage au sort qui a lieu à 8 heures. La plupart d'entre eux n'ont pas réussi à obtenir une ligne téléphonique pour réserver un lac. Il y a énormément de choses à améliorer. Il n'y a pas d'erreur possible. La famille Picard, des habitués. Ils pêchent ensemble à toutes les 2 semaines. Si ça serait à 7 heures, ça serait déjà une grosse amélioration, je pense.
Et la pêche, comment est-elle? Faut connaître les bons lacs, parce que les lacs sont, d'après moi, ne sont pas très productifs. Il y a plusieurs fois, la majorité des fois que j'ai été à la pêche, j'ai été bien déçu. Mais il y en a quelques bons lacs, mais ils sont limités. Moi, j'en compte 3-4 bons lacs qu'on peut dire qu'on peut prendre notre limite de prise. Mais le reste, j'ai été bien souvent, j'ai été dans la pêche bien souvent, puis souvent, là, j'ai revenu sans aucune prise. Jean-Paul Blais donne raison aux pêcheurs. En 1981, il s'est pris 35 000 truites dans le parc. L'année dernière, 22 000. Durant cette même période, l'ensemencement des lacs a été réduit de 80 %. On a des projets sur la table. Il s'agit maintenant de les réaliser. Et pour réaliser ces projets-là, ça nécessite des argents. Mais on est prêt. Si on avait les ressources financières, on serait en mesure, demain matin, d'opérer, de restaurer plusieurs habitats dégradés. Vous avez le 12e choix ce matin. Un autre motif d'insatisfaction des pêcheurs, le système de réservation par téléphone. Et le système de réservation, là? Un gros zéro. Ah oui? Un gros zéro. On a essayé, ma femme puis moi, 35-40 minutes hier, et avant hier, et puis un gros zéro. On n'a pas été capable d'avoir la ligne, jamais. 8. C'est trop facile de rentrer puis sortir dans le parc. On en voit beaucoup braconner, sans permission, sur les lacs. C'est trop facile d'aller pêcher sur un lac puis revenir sans s'enregistrer. Ce côté-là, moi, je trouve qu'il devrait être plus serré, plus strict. Plus strict? Pas évident. La police se trouve à 60 km du parc, dans un édifice à Sainte-Agathe. De 10 il y a quelques années, les agents de conservation de la faune ne sont plus que 7, à couvrir un territoire de plus de 7000 km². 40 % de leur temps est passé dans le bureau, à rédiger des rapports. Pour le plus grand parc du Québec, il ne leur reste que peu de temps. Moi, je dirais environ 10 10 de votre temps? Oui. Oui, environ 10 de notre temps. Le contrôle dans le parc est limité dans le temps, mais aussi dans l'espace. C'est un territoire immense, sauvage, inexploité. La tentation est grande pour le braconnier. Et si on parle de véhicules, camions, autos, c'est des postes d'accueil qu'on a maintenant, mais c'est pas barré. Il n'y a pas de barrière dans ces chemins-là. Ça, on pourrait dire que c'est assez public. On n'a pas de contrôle là, sur les entrées et sorties. Si on parle là, de véhicules tout-terrain, de motoneige, tout ça, il n'y a pas de barrière. C'est accessible. Bien, c'est sûr qu'il y a des trails de 4 roues qui vont à l'intérieur, dans les limites du parc. Il y a de la chasse l'automne qui se fait dans les limites du parc. Le parc du Mont-Tremblant, un laboratoire vivant pour la faune et la flore du Québec. Les parcs ont pour rôle de conserver des éléments représentatifs et exceptionnels des régions naturelles du Québec. Encore aujourd'hui, jusqu'à 48 espèces de mammifères. Certaines en danger de disparition, comme le cougar de l'Est, dont on devine la présence, mais pour lequel on ne mène aucune étude. Éloi Mathieu est maintenant le seul biologiste qui est responsable de recenser la faune terrestre dans le parc du Mont-Tremblant. Est-ce que vous y allez physiquement dans le parc parfois? Oui. Oui, souvent ou... En période estivale, ça pourrait être l'équivalent de une vingtaine de jours à année. 20-25 jours à année. Le dernier recensement remonte à 1979. Il s'agissait à l'époque d'un inventaire aérien partiel. Depuis, il n'y a pas eu d'autres recensements d'effectuer à l'intérieur du parc et de la réserve, à ma connaissance. Donc, en 15 ans, il n'y en a pas eu d'autres? Non. Et qu'est-ce qu'on a recensé à ce moment-là en dehors des orignaux? En 79, seulement l'orignal. C'est la chasse à la frontière nord du parc, dans la réserve Rouge-Matawan, qui sert à déterminer l'étendue de la population d'orignaux dans le parc. L'inventaire de la faune dans le parc du Mont-Tremblant se résume à cette seule donnée.
C'est certain que le ministère accorde la priorité aux espèces qui sont chassées. C'est effectivement vrai. En 1981, le parc du Mont-Tremblant perd la moitié de son territoire. Au nord, on crée la réserve Rouge-Matawan, où on permet la coupe forestière et la chasse. Dans la moitié qui reste, on abolit ces activités pour toujours, sauf pour une zone d'affectation différée, la ZAD. 250 km² où les opérateurs forestiers ont demandé un sursis de 10 ans. En 1991, la coupe prend fin. Les compagnies forestières quittent le territoire et le remettent aux mains du parc. Elles laissent derrière elles une carte de visite bien particulière. Regardez ce que j'ai trouvé dans le parc. C'est un petit peu partout. C'est dans tous les États comme ça. Par exemple, on a une vieille batterie. Une batterie de ces grosses machines-là, c'est quand même des batteries. Ça, c'est des filtreurs à l'huile. C'est des amoncellements de métal un petit peu partout. C'est irrécupérable. La nature ne peut pas se charger de faire la transformation de ça. On sait que la forêt, c'est possible, là, mais ça, il va falloir que quelqu'un vienne puis qu'il fasse le transport de ça, de sortir d'ici, parce que c'est un non-sens de laisser ça dans un parc. Je trouve ça dégueulasse de voir ça. On en retrouve partout sur le site de la ZAD. Jean-Marie Fortin passe 70 jours par année à filmer dans le parc du Mont-Tremblant la faune, la flore, la beauté des lieux. Au fil des années, il a fait d'étranges découvertes. Mais ça servait à quoi, l'autobus? Oui, il servait de ça comme équipement pour camper, pour coucher. Les travailleurs forestiers, ça? Oui, il se servait de ça. Il y avait des tables, des lits, puis on voit qu'il y avait un tuyau, il installait un poêle à bois. Il faut faire attention, il y a des guêpes dedans. Puis, bon, ça servait de campement pour les travailleurs forestiers. Mais qui a laissé tous ces déchets? Ah, c'est évident que c'est les exploitants forestiers, probablement ce qu'on appelle communément des jobbers ou des contracteurs forestiers. Mais est-ce qu'on peut les faire payer aujourd'hui? Les obliger à venir nettoyer? Mettre la main au collet de celui qui a laissé à un endroit donné des débris semblables, je pense que c'est impossible là, de mettre des noms sur des têtes. Mais pour vous, pour moi, pour tous les citoyens, pour jouir du parc, il ne faudrait pas reboiser tout ça? Nettoyer, reboiser? C'est une solution très, très coûteuse, là. Évidemment, le prix qu'on a à payer ici, c'est un prix de temps. La coupe dans la ZAD devait être légère, sélective, 30 % seulement de certains peuplements d'arbres. Son but unique, récupérer les arbres attaqués par la tordeuse des bourgeons d'épinette. Je pense que la ZAD, en tout cas, tel que les travaux planifiés dans la ZAD, tel que ça l'a été, je pense que c'est une erreur. Je pense qu'on a fait une démonstration, on voulait faire une démonstration sur l'incompatibilité de la coupe forestière avec les objectifs de conservation et tout ça. Je pense qu'on a totalement réussi. Est-ce que ce serait des choses qui devraient être nettoyées, selon vous? C'est à l'intérieur d'un parc de conservation, il serait logique de trouver la nature dans le meilleur état possible. Alors, qu'est-ce qu'on va faire si ça existe, tout ça? Qui va payer? C'est à l'intérieur d'un parc, donc c'est la responsabilité du ministère. Et comment on va faire pour convaincre le ministère de nettoyer la ZAD de ce que les opérateurs forestiers ont laissé là? C'est vrai qu'on a fait ça? Le gouvernement du Québec n'a pas encore évalué l'étendue des dégâts dans la ZAD. Chose certaine, même si la ZAD fait maintenant partie du parc, il est peu probable qu'elle soit réouverte au grand public dans un avenir prévisible. On peut dire que l'âme du parc s'était peut-être envolée un petit peu à cause de la coupe forestière.
Au début, on venait dans le parc, puis on sentait, par exemple, qu'on était dans la nature. On était vraiment dans la nature sauvage. Là, il reste encore des secteurs du parc pour trouver cette nature-là, mais ils sont pas mal plus rares qu'ils étaient autrefois. Je trouve que le parc du Mont-Tremblant reste quand même un joyau au Québec. Ça, il n'y a aucun doute là-dessus. Même s'il a subi toutes ces amputations-là, il reste que le parc du Mont-Tremblant, pour moi, est le plus beau parc au Québec. Après la pause, 100 ans de négligence. Le petit train du Nord n'amène plus de passagers ici à cette gare du Mont-Tremblant. Mais le parc du Mont-Tremblant, lui, existe toujours. Il fête cette année son 100e anniversaire de naissance. Et celui qui, le premier, a tenu cet hôtel tout près de la gare au Mont-Tremblant, Raoul Meilleur, a eu la très bonne idée dans les années 20 et les années 30 de filmer des scènes de vie quotidienne au parc du Mont-Tremblant. Ce qui nous permet aujourd'hui, grâce à ces images inédites et à d'autres films d'archives, de revivre l'histoire du Mont-Tremblant qui est intimement liée à celle du Québec. Une histoire qui commence avec celle des porteurs d'eau et des patrons étrangers. En 1894, le gouvernement conservateur est toujours au pouvoir au Québec. Les affaires vont assez bien, en particulier dans les Laurentides. Le train a été prolongé jusqu'à Sainte-Agathe, à Saint-Jovite et même à La Belle. Ça a relancé le mouvement de colonisation vers le nord. Ça a permis à une foule de petits moulins assis de devenir prospères. Ça a aussi permis la naissance du tourisme dans les pays d'en haut, dont la capitale sera Sainte-Agathe pendant longtemps. Et là, c'est un gouvernement, je pense, plein de bonnes intentions qui va décréter une loi, qui va voter une loi, en fait, qui crée le parc de la Montagne Tremblante, un territoire d'environ 60 km², avec comme projet spécial d'y bâtir un sanatorium. On avait compris que le Mont-Tremblant, c'était certainement pas une terre propice à l'agriculture, donc à la colonisation comme telle. C'était aussi un territoire ravagé par la coupe, donc il fallait reboiser, protéger la faune et la flore. Mais aussi, derrière tout ça, il y avait une idée. L'idée que Labelle avait lancée de faire du Nord, des Laurentides, une espèce de Suisse du Canada, dont on pourrait appuyer l'économie sur l'industrie laitière et le tourisme. Parce qu'on pensait que le tourisme allait générer peut-être autant de revenus, sinon plus, que l'industrie forestière. Entre 1894 et 1925, malgré la création du parc, la coupe continue de plus belle. Des compagnies étrangères comme la Pearly, la Riordan et bientôt la gigantesque CIP vont continuer d'abattre des arbres pour la pulpe, le bois d'œuvre, le bois de construction et ainsi de suite. Et parallèlement à ça, toujours dans le parc, des clubs privés de chasse et de pêche permettent à leurs membres de jouir de la chasse, de la pêche et des autres activités de plein air. Et pendant ce temps-là, le public, lui, est exclu, le grand public est exclu. Quant au projet de sanatorium, il a été relégué aux oubliettes. Souvent, il n'y a pas 1000 pieds que je n'ai pas fait dans le parc Tremblant. Je vais passer ma vie, là, de 1918 à 64, si vous voulez. Comme garde-feu aussi, commis, inspecteur, les premiers inspecteurs. Je l'ai connu sur l'explorage, à Montagne Tremblante, en hiver, dans les crampes de toile. Le monde était pauvre. Ça, c'est commencé, c'était triste, c'était pauvre au coton. Tu prends le gars qui part de chez eux, des tartes, il n'en a pas. Il allait chercher de la nasse, il en moignait une douzaine d'œufs, puis il n'avait pas de manger. T'arrives dans un camp, t'as des tartes, puis des galettes, puis t'as tout ce que tu veux. Du bœuf, t'as tout. T'es bien nourri. Couché, t'es couché sur le dur. Mais soit couché de dur, tu t'habitues, tu couches bien ici, n'importe où. T'en fais pas de différent par tout. C'est un des branches de sapin. On appelait ça des bras d'ange. Il s'écrasait. J'étais heureux à 10 piastres par semaine, moi. Je payais 7 piastres de pension, 1,5 piastre pour faire laver mon linge. J'étais heureux. J'avais de l'eau.
Nos Canadiens sont tous rassemblés dans les manufactures et puis sur les chantiers. Ils chargent de l'ouvrage, ils peuvent pas en trouver. Encouragez-vous, ça va commencer. Dans les années 30, c'est des années de misère, à Mont-Tremblant comme ailleurs. Les gens ont comme seul recours d'aller au chantier en saison ou encore de travailler dans les petits hôtels du coin, côté du lac Mercier, du lac Ouimet, du lac Tremblant. C'est à Montréal qu'il y a des sans-travail. C'est effrayant de voir ça, les gens qui travaillent pas. C'est pas raisonnable quand il y a de l'ouvrage, ce soit les étrangers, mais qu'ils soient engagés. Il y a un monsieur, Herman Smith Johansson, qui est arrivé ici et qui a commencé avec un certain nombre d'amis, un peu maniaques comme lui, aventuriers de tout acabit, qui vont entreprendre la montée et la redescente j'allais dire des pistes, des pentes du Mont-Tremblant, qui ne sont pas aménagées pour faire du ski comme tel. Ça va ajouter de l'intérêt à Mont-Tremblant, si bien que Johansson, au début des années 30, va tracer les premières pistes de ski. Et en 1932, on créait la première course annuelle de ski au Canada, la Kandahar Québec. À partir de ce moment-là, le Mont-Tremblant acquiert ses lettres de noblesse, en quelque sorte, et devient un coin de plus en plus recherché par les skieurs, bien sûr, qui montaient là avec les fameux trains de neige. Mais c'est là que va se profiler le sauveur qui vient des États, Joe Fortune Ryan, un jeune millionnaire de Philadelphie, qui vient en visite au Grey Rocks et qui se promène proche du Mont-Tremblant avec Harry Wheeler. Et là, il est ébloui par le site. Lui vient immédiatement l'idée que ce serait un site idéal pour y construire une station de ski qui veut être la plus importante, la plus moderne qu'il y aurait en Amérique du Nord. Et pas longtemps après, il va s'enquérir auprès de Duplessis, le premier ministre, qui va lui dire verbalement, qui va lui promettre verbalement qu'il pourra le faire. Et c'est ce qu'il va faire. En octobre 1938, alors que les travaux allaient bon train, Ryan avait investi quelques 50 000 $ dans la construction d'une route entre l'hôtel Meilleur et le parc Tremblant, dans la construction de défrichage, en quelque sorte, de la Flying Mile, dans la construction de d'autres bâtiments. Tout à coup, l'homme disparaît, il retourne chez lui à Philadelphie, on ne sait trop pourquoi. On saura par la suite que Ryan avait craint d'avoir dépensé de l'argent en vain sur un territoire qui ne lui appartenait pas, en quelque sorte. Et à partir du moment où il saura qu'il y aura des élections, il aura peur que Duplessis ne puisse pas honorer ses promesses verbales. C'est pourquoi c'est la consternation générale. On se demande qu'est-ce qui va se passer. Et là, rapide sur ses patins, Deslauriers, le curé de Mont-Tremblant à l'époque, saute sur le téléphone, réussit, premier exploit, à rejoindre Duplessis, ce qui n'était pas mince, et dans un deuxième temps, réussit à lui soutirer la promesse d'un arrêté en conseil qui permettra finalement à Ryan d'acheter et de louer des territoires, des terrains sur le Mont-Tremblant et continuer, en fait, ses travaux. À l'hiver 39, c'est l'engouement collectif. Ryan a construit le premier télésiège au Canada. Il y aurait une affluence de 4000 personnes au moins qui viendront faire du ski sur Mont-Tremblant. L'affaire est partie, l'affaire est prospère. Mais n'entre pas qui veut à la station du Mont-Tremblant Lodge. Parce que Ryan avait des préjugés, bien sûr, contre les Noirs, contre les Juifs. Il y en a qui pourraient dire que c'est presque normal parce qu'il y en a beaucoup à l'époque qui en avait. Mais encore contre les Canadiens français eux-mêmes du Québec qui ne pouvaient pas avoir accès à ces pistes-là. Sinon, à titre de membre du personnel qui allait servir cette clientèle-là, qui pouvait parler en français entre eux, question de mettre de la couleur locale dans le Mont-Tremblant Lodge. Mon père il a pogné à le job, lui, de taper des trails en raquettes. Ça, c'était qu'il leur fournissait une pelle puis des raquettes, puis à tous les jours, il fallait qu'il tape les trails en montant en raquette.
Et puis, qu'est-ce qui était dur pour eux autres, c'est ça. Il fallait qu'ils prennent la neige là, dans le bois et puis qu'ils l'emmènent dans les pistes pour cacher ça sur les roches et tout ça. Puis le midi, là, il fallait toujours qu'ils se fassent des feux. Parce que les gars, là, il fallait qu'ils mangent. Fait que pour faire cuire le sandwich, c'était pas drôle leur affaire. Il y en avait qui me disaient là-dedans, là, que mon père me disait qu'il y en avait des gars là, qui avaient des chaussures pleines de trous. Il fallait qu'ils mangent en travaillant parce qu'ils n'étaient pas capables de y arrêter gelé sinon. Puis ils t'ont fait leur journée pour avoir le petit 100$ par mois. Fait que ça leur donnait à peu près 15-20 cents de l'heure. Fait que je sais pas si t'imagines. Mais quand même, ça faisait leur affaire parce que c'était mieux que la misère du bûcheron. Je sais que nous autres, les petits gars, là, on avait le droit, elle nous faisait faire une course par année. Et puis quand on coursait, on avait le droit à une run. Elle nous donnait un billet, là, puis on était contents. Ça, on dormait pas de l'hiver hein, pour aller faire cette course-là. Là. Fait qu'on avait notre course. Après ça, on pouvait aller faire un tour de ski. On avait un coke puis une patate. Ah là, on était heureux, mon vieux. Là. Ça, on dormait pas là, pendant des mois pour aller faire ça. En 1958, le grand public a enfin accès au Mont-Tremblant. On lui ouvre une portière à Saint-Faustin. La population de Montréal avait depuis longtemps besoin d'un grand parc récréatif et elle venait de le trouver dans Mont-Tremblant. Pendant les années 60 et 70, la popularité du parc ira en grandissant. Les gens ils vont y faire du camping, du canotage, de la pêche, etc. Si bien que le Mont-Tremblant va devenir réellement ce pourquoi il avait été créé, c'est-à-dire un parc public pour le grand public. La station de ski Mont-Tremblant Lodge continue de vivre, bien sûr. En 65, la veuve de Ryan, la vend des intérêts financiers francophones. Après quoi, au fil des ans, plusieurs propriétaires se brisent les dents sur ce projet-là. La station a de la misère à vivre, les instruments, les équipements commencent à être vétustes, etc. Jusqu'au début des années 90, en septembre 91 plus précisément, la compagnie Intra-Ouest l'acquiert et promet d'y investir un demi-milliard d'argent neuf. Était-ce un nouveau sauveur? Du point de vue historique, je ne sais pas ce que ça va donner parce que c'est un dossier immense parce qu'on parle de privatisation dans tous les secteurs de la société. On ne conserve pas que pour conserver. On conserve aussi pour les générations futures, pour leur montrer. C'est-à-dire qu'on garde des espèces, on garde des espèces dans le domaine de la faune, on garde des espèces dans le domaine de la flore, on garde des paysages, on peut même garder à la rigueur des vieilles bâtisses d'anciennes compagnies forestières pour les montrer, pour bien se rappeler notre passé. Pourquoi pas? Mais il n'est pas dit, encore une fois, que les autorités publiques ne peuvent pas remplir cette mission-là. Qui peut le mieux gérer les parcs du Québec, l'État ou l'entreprise privée? Après la pause, un penchant pour la privatisation. Si on veut mieux gérer les parcs, avoir une meilleure vision de ce qu'on veut faire, doit-on privatiser? Le gouvernement du Québec semble le croire. En décembre dernier, on a dit à tous les employés des parcs: c'est fini la fonction publique, on privatise. Mais face à une telle décision, des groupes écologistes ont réagi. Ils ont vu là une bonne façon de se défaire d'un trésor naturel, de dilapider notre patrimoine. Sous la pression, Québec a reculé, a accepté de réfléchir davantage avant de prendre une décision finale. On en est toujours là. On n'est pas éduqué au Québec aux espaces verts, puis on était peu nombreux à la génération précédente. On avait un territoire immense, on était des coupeux de bois, puis on se préoccupait pas des espaces verts puis des parcs. Mais je pense que ceux qui l'ont créé, le parc, il y a 100 ans, c'était des visionnaires. Je vous dis, il était juste dans la pente en bas. Un quoi? Un ours. Un ours? Oui. Avez-vous eu peur? Ben non. Non. C'est pour ça que j'ai reporté des roches. Avec des roches. J'en vois peur avec ça, là. André Bouchard. Depuis 23 ans, sa vie se passe dans le parc du Mont-Tremblant, à entretenir les sentiers, à enseigner le canot, à surveiller le territoire. Il est inquiet pour son parc.
les mentalités ne changent pas assez vite pour lui. Si on était éduqué au Québec, si la population en général était éduquée, il n'y aura pas de problème. Le problème des PAC, c'est qu'il y a des pressions extérieures qui s'exercent. Depuis 1894, au fil des années, les frontières du parc se sont transformées au gré des besoins des compagnies forestières. Jusqu'en 1981, le parc du Mont-Tremblant était essentiellement une réserve forestière. Le Québec protège moins de 1 % de son territoire. L'Ontario, 5,5 %. Les États-Unis, 5 %. Le budget d'opération du réseau des parcs québécois est passé de 13,8 millions de dollars l'année dernière à 9,5 millions cette année, une baisse de 31 %. Pour le parc du Mont-Tremblant, qui représente plus du tiers du réseau des parcs québécois, les coupures ont commencé en 1991. L'impact se fait sentir. Le site qu'on retrouve ici, c'est un site qu'on a hérité au cours des années, une utilisation intensive. On est donc pris avec une décision. Est-ce qu'on garde un tel site ouvert pour les usagers ou est-ce qu'on essaie de déplacer ces usagers-là, ces visiteurs-là, vers un camping qui serait mieux aménagé? Depuis cet été, c'est André Lemay qui a la responsabilité du parc du Mont-Tremblant, de façon intérimaire. Il hérite aussi d'un budget qui a été réduit de 370 000 $. On va probablement diminuer le nombre de sites. Alors, il y aura 700, 800 sites au parc du Mont-Tremblant. Ce sera déjà beaucoup. Ce sera probablement plus que tous les parcs du Québec. Donc, on peut penser que dans les prochaines années, il y aura peut-être 500 sites de moins au parc du Mont-Tremblant. C'est énorme quand même. C'est un chiffre, comme je vous dis, qui est en réflexion actuellement. La question qu'on peut se poser, est-ce qu'on a la qualité et est-ce que c'est ça qu'on veut offrir à nos visiteurs? Est-ce que l'image qu'ils vont conserver de leur séjour en milieu naturel sera un milieu dégradé? Le parc est en régression. Les sites sont moins bien entretenus. L'organisation des activités est déficiente. Deuxième technique. Reprise de courant. Jacques Allard fréquente le parc du Mont-Tremblant depuis 24 ans. Un mordu du canot-camping et du ski de fond, il siège sur plusieurs comités de direction d'organismes de loisirs. Il sent la confusion qui règne à la direction du parc. Et bon, on fait presque un colloque là, pour régler là, des problèmes de sites de campement puis de gestion. C'est des choses aussi banales que de pouvoir régler l'installation de signalisation ou ces choses-là. C'est devenu des décisions qui ne peuvent être prises localement, sur place, ponctuellement, à toutes les fois que ça doit être pris. Il faut solliciter l'autorisation divine de Québec pour pouvoir, en fin de compte, mettre en place là, les mesures qu'il faut. Là. Donc, c'est pas fonctionnel. Là. Dans le but de réduire sa contribution financière, Québec s'est départi de la gestion quotidienne de plusieurs activités dans ses parcs depuis quelques années. Dans le parc du Mont-Tremblant, 2 entreprises à but non lucratif ont pris la relève de la location des sites de camping et des équipements récréatifs. Bernard Campeau est l'un de ces 2 concessionnaires. Schéma d'un plan à long terme dans le parc, je ne sais pas s'il y en a, mais en tout cas, moi, il y a un plan directeur, mais qu'est-ce qu'on veut développer exactement? J'aimerais bien ça que ça soit dû au niveau des MRC, au niveau des populations qui sont au coin. On devrait savoir ça. Vous voulez dire que vous ne savez pas ce qui se passe là, dans la tête du ministère? Il y a un plan directeur qui est le directeur du parc le sait, je dis peut-être à Montréal le connaît, mais est-ce que des gens du coin de la MRC, est-ce qu'ils ont fait une promotion de ça, venir nous voir? Est-ce qu'ils ont consulté? Non, ben non. Il n'y a jamais de consultation là-dessus. Il n'y a pas eu de rencontre ou quoi que ce soit à ce niveau-là. Nous parlons évidemment du parc du Mont-Tremblant. Bernard Campeau est aussi maire de la municipalité du Lac-Supérieur. La MRC, la municipalité régionale de Comté des Laurentides, regroupe 26 maires. Pour eux, le parc doit devenir l'outil principal de développement économique d'une région ravagée par un chômage chronique. Ils veulent doubler le nombre d'utilisateurs du parc, attirer jusqu'à 1 million de touristes par année, en faire le grand terrain de jeu régional et surtout le rentabiliser. Ils ont des idées. De nouveaux circuits de motoneige dans le parc. Et pour alimenter les coffres du parc, établir des droits d'entrée et faire preuve d'initiative.
Le bois, je dis, on pourrait en vendre 2 ou 3 fois plus qu'on en vend présentement. C'est une bagatelle. Vous dites, il y aurait des triporteurs installés pour aller porter de la crème glacée ou visiter les sites. On n'a pas pensé à ça du tout. Possiblement parce qu'à Québec, on est loin de ça, puis on ne voit pas ça dans ces thèmes-là. Mais il y a beaucoup de choses à rajouter. Le concessionnaire doit réinvestir tous ses profits dans le parc. Mais jusqu'à présent, la délégation par Québec des activités commerciales n'a pas réussi à diminuer le déficit du parc du Mont-Tremblant. 2 300 000 $ l'année dernière. Le plus gros joueur dans le parc du Mont-Tremblant mise fort sur l'attrait du milieu naturel des lieux. Intrawest, une compagnie immobilière de Vancouver, a pris la relève en 1991 du centre de ski Mont-Tremblant qui appartenait à des intérêts québécois. En 10 ans, on veut tripler le nombre de pistes, doubler le nombre de remontes pentes. Au pied de la montagne, à la bordure du parc, Intrawest construit un centre de villégiature 4 saisons, capable d'accueillir 9 000 touristes venus des 4 coins du monde. Un investissement global de 700 millions de dollars en 5 ans. Roger McCarthy, un Néo-Zélandais qui a passé 20 ans de sa vie dans les centres de ski en Colombie-Britannique, déplore lui aussi l'ambiguïté de Québec en ce qui concerne l'avenir du parc du Mont-Tremblant. Les gens qui contrôlent le parc doivent faire preuve de vision, établir des plans à long terme pour le parc. « 95% du domaine skiable se trouve dans les limites du parc. Seuls l'accueil, l'hôtel, les condos se trouvent en terrain privé. Québec loue 67 km² du parc à Intrawest. Durée du bail jusqu'au 30 juin 2051 pour la somme de 5 000 $ par année. Notre projet va générer entre 50 et 70 millions de dollars en taxes au cours des 5 prochaines années. Et pour ce qui est de la création d'emplois, lorsque nous sommes arrivés, il y a 3 ans, il y avait 500 emplois. L'hiver dernier, plus de 1000. La station de ski Mont-Tremblant, l'un des plus gros chantiers au Québec depuis 2 ans. Au sommet de la montagne, on a construit le plus grand restaurant du Québec. Sur son flanc, on a installé le plus puissant système d'enneigement artificiel au Canada, sans compter l'aménagement de 18 nouvelles pistes. Tous ces travaux ont eu lieu sans étude d'impact sur l'environnement. Saint-Jovite, à une dizaine de kilomètres du Mont-Tremblant. Depuis 2 ans, elle reçoit, en échange de retombées économiques importantes, un cadeau moins intéressant venu de la montagne dans la rivière du Diable. À une douzaine d'occasions, on a vu apparaître sur la rivière des masses de boue provenant des travaux du centre de ski. À 5 occasions, la prise d'eau a été bloquée et la ville a dû arrêter de prendre l'eau de la rivière. Les gens d'environnement sont allés vérifier et ont dit on peut rien faire. On peut rien faire dans le sens que c'était le Mont-Tremblant qui se développait. Alors, c'était prioritaire aux prises d'eau, alors que c'était pas ça qu'ils nous disent dans les nouvelles partout, que c'est sacré, on ne doit pas toucher à l'eau potable des gens. Et puis, c'était une urgence pour nous. On a fait appel à eux, mais comme réponse, on attend les rapports encore. Mais s'il y avait eu des études d'impact environnemental avant la construction, est-ce qu'on n'aurait pas pu prévoir ces problèmes d'érosion-là et apporter des correctifs au départ? Partie, possiblement. En partie, possiblement. Si vous me demandiez est-ce que ça aurait été souhaitable de faire une étude d'impact, je vous dirais probablement. Le parc du Mont-Tremblant vit cette année un centenaire difficile. Tiraillé entre un gouvernement qui coupe son financement et les visées de différents groupes d'intérêt, le parc doit compter sur certains défenseurs qui le perçoivent non pas comme un fardeau fiscal, mais comme un patrimoine. Une richesse naturelle unique qui pourrait devenir une force motrice pour attirer les touristes de tous les coins du monde. Les parcs québécois sont envahis tout l'été, puis même l'hiver, de plus en plus par les Français qui viennent, les Européens. Cet argent-là, l'impact économique qu'ils ont, c'est énorme. Puis ça, c'est ça qu'il faut calculer. Il vient ici au parc du Mont-Tremblant, il s'en va dans le parc des Grands-Jardins, dans le parc du Saguenay. Le pourquoi on vient? Les Français, ils viennent pas pour manger une patate frite ici. Ils viennent ici pour voir la nature, les espaces sauvages qu'eux autres, ils ont perdus, puis que nous autres, on a encore. Mais
Ça, là, faites-moi pas croire que c'est pas rentable. Après la visite de l'équipe d'enjeu au parc du Mont-Tremblant, après avoir vu comment le sous-ministre responsable des parcs ne savait pas ce qui s'y passait, on a donné des ordres. D'abord, on a décidé de faire un nettoyage sommaire, enlever le plus gros, ce qui était gênant, des autobus et autres déchets. Puis, on a décidé de bloquer l'accès à la zone où on a fait des coupes à blanc. On a bloqué la route et enlevé les ponceaux. Une très bonne façon de garder le public et les caméras indiscrètes loin de cette réalité, histoire d'enterrer le problème. La semaine prochaine, à Enjeu, 2 jours après les élections, le pouvoir, celui des élus et également celui des non-élus. Ici Pierre Maisonneuve, au nom de toute l'équipe d'Enjeu, je vous souhaite de passer une très bonne semaine. Au revoir, à la prochaine. Pour tout savoir sur notre prochaine émission, lisez la chronique Enjeu tous les mercredis dans le Journal de Montréal et le Journal de Québec. Ne manquez pas le cahier Week-end tous les samedis dans le Journal de Montréal et le supplément du samedi dans le Journal de Québec.